Très bien. Alexander, parlons de l'économie russe. Et parlons des déclarations de Poutine sur l'économie russe, qui suscitent beaucoup d'attention. Il y a de la croissance, mais pas une forte croissance. Et, une fois encore, le président russe et le Kremlin mettent l'accent sur la dimension intérieure, en s'éloignant de l'Occident collectif et en se concentrant sur la Russie elle-même. Oui. Oui, permettez-moi d'abord de commencer par les chiffres économiques de cette année. Pour être franc, ils m'ont un peu surpris positivement, compte tenu du resserrement de la politique monétaire et du niveau élevé des taux d'intérêt jusqu'à présent. J'étais réellement très inquiet. En fait, je m'attendais à moitié à ce que nous basculions à un moment donné cette année dans une récession. Et je pense que cette possibilité existait. Je pense que vous l'avez particulièrement constaté lorsque vous étiez en Russie il y a quelques semaines, en juin, et que vous avez entendu certaines plaintes à ce sujet. Et si vous consultez les médias russes, il y avait énormément de plaintes à ce sujet, de la part de chefs d'entreprise de toutes sortes d'endroits. Et ce qui a fini par se produire, c'est que la pression sur la Banque centrale est devenue tout simplement trop forte. Elle a donc baissé les taux d'intérêt et commencé à assouplir l'ensemble de sa politique monétaire. Résultat, il y a eu un rebond. Après une stagnation, avec une économie complètement à plat au premier trimestre, l'économie a progressé au deuxième trimestre. Certes, de seulement 1,3%, mais vous savez, c'est de la croissance. Et selon les informations qui circulent, la croissance devrait se poursuivre au troisième trimestre également. Elle semble même s'accélérer. Donc nous pourrions voir de la croissance. Quelle différence peut faire la politique monétaire en Russie? C'est un sujet dont nous avons parlé dans de très nombreuses émissions. C'est bien plus important que tout le reste dont on entend parler. Vous savez, les attaques contre les raffineries, le harcèlement des navires, toutes ces choses-là, elles ont un effet. Mais au final, ce qui fait la plus grande différence, c'est la politique macroéconomique, les politiques du gouvernement et de la Banque centrale. Si la Banque centrale impose une politique monétaire très très stricte, comme elle l'a fait pendant toute l'année 2025, et au premier trimestre de cette année, l'économie va ralentir, avec un risque réel de récession. Si la Banque centrale relâche son emprise, on voit l'économie repartir immédiatement. C'est un fait historique. Mais je voulais simplement l'expliquer. Poutine a donc présidé cette réunion très importante au Kremlin, et toutes les personnes clés de l'économie étaient présentes. Siluanov était là, Roshnikov, le ministre de l'économie, était là, Nabiulina était là. Ils étaient tous là. Tous. Et ce dont ils parlaient, ce n'était pas seulement de Poutine d'ailleurs. C'était d'un nouveau modèle économique. Et c'est, en gros, un modèle complètement différent de celui dont la Russie avait hérité, et dont Poutine avait hérité lorsqu'il a pris la tête de la Russie au début des années 2000. Ce modèle reposait essentiellement sur les exportations russes, surtout les exportations de produits énergétiques. La Russie dégageait un important excédent de sa balance courante, puis utilisait cet excédent pour développer l'économie intérieure et améliorer le niveau de vie. Et Poutine a très très bien fait fonctionner ce modèle jusqu'à ce qu'il commence à s'essouffler en 2008 avec la crise financière. Puis, après 2014, Radaris Sonksmich Inet, les Russes ont commis une juifusumid duma. The Russians began to change the model. So they began to focus less on exports, more on. Ils ont donc commencé à moins se concentrer sur les exportations et davantage sur la production intérieure. Ils ont modifié leur politique de taux de change. Ils ont rendu le rouble convertible. Ils l'ont laissé flotter. Et ils ont commencé à mettre davantage l'accent sur l'économie intérieure. Et ils ont donné la priorité, avant toute chose,
à l'inflation et à sa réduction, en partant du principe que si l'inflation tombait à 4%, cela entraînerait en soi une croissance économique plus rapide. Ce modèle est encore, je pense, appliqué dans une certaine mesure, mais il est appliqué en combinaison avec autre chose, qui est là encore une évolution d'idées antérieures. Une sorte de retour, si vous voulez, à la planification. Un certain type de planification, très différent, il faut le souligner, de la planification soviétique, mais qui vise à accroître l'investissement dans l'économie. L'investissement dans l'économie a déjà beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie, ces 7 ou 8 dernières années. Mais il s'agit de l'accroître encore davantage, en mettant l'accent sur la construction de routes, de voies ferrées, de ports, d'aéroports, sur la reconstruction, sur le développement de la base scientifique, mais aussi en ciblant certains secteurs clés, l'aérospatial, l'électronique, ce genre de choses. Et c'est un modèle qui est peut-être plus proche de celui de la Chine que de celui de l'Occident. C'est donc, si vous voulez, un éloignement supplémentaire par rapport à un modèle d'entreprise totalement libre. C'est un modèle qui comporte bien davantage d'éléments de dirigisme, de direction par l'État, que ce que nous avons vu auparavant, et qui recourt de plus en plus à des mécanismes de planification pour guider, contrôler et orienter l'économie. L'accent étant mis avant tout sur l'investissement. À quoi ressemble la situation en Europe? Parce que quand on écoute les déclarations de Poutine sur l'économie russe, contrairement à ce que disent les Européens et l'Occident collectif, la Russie semble plutôt bien s'en sortir. En Europe, la situation paraît vraiment mauvaise. Et il y a une chose que je remarque en Europe. Ils parlent sans cesse de la Russie comme étant en économie de guerre. On a l'impression que l'Europe et l'Union européenne se dirigent clairement vers une économie de guerre. Eh bien, je pense que c'est exact. Je veux dire, la première chose à dire, c'est que même cette croissance plus faible que les Russes enregistrent cette année, ça reste de la croissance. Leur économie continue de tourner. Le niveau de vie continue d'augmenter. Les infrastructures continuent d'être construites. C'est une croissance avec une faible dette. Je pense que c'est vraiment important, compte tenu de tous les débats sur la dette, les 40 000 milliards de dollars de dette des États-Unis, et toute la dette que l'Allemagne contracte désormais parce qu'elle a levé le frein à l'endettement. L'économie russe, comme vous le dites, tourne à plein régime, mais elle le fait sans accumuler les dettes énormes que l'Occident collectif est en train d'accumuler. Je pense simplement que c'est une distinction vraiment importante dont les gens parlent rarement. Vous avez tout à fait raison. Puis-je ajouter rapidement que cela s'accompagne d'une réindustrialisation importante, ce qui est là encore l'inverse de ce que l'on observe en Europe. Et vous savez, j'ai parlé de certains éléments de pilotage par l'État central qui entrent désormais dans l'économie, mais une grande partie de cela ne relève pas de l'État. Comme vous le savez, j'étais récemment en Russie, j'ai fait un trajet en car de Moscou à Pskov, ce qui est un très long voyage par la route. Et c'était très frappant de voir que, en traversant les petites villes sur la route de Pskov, on voyait de nouvelles usines en construction, dont une importante qui apparemment fabriquait des puces en silicium et tout ça. Je veux dire, je ne sais pas de quel niveau de puces il s'agit, mais en tout cas, c'était bien le cas. On voit des éléments de réindustrialisation et ils viennent aussi beaucoup d'en bas. Autrement dit, des entreprises ouvrent ces usines parce qu'elles voient des créneaux sur le marché intérieur qu'il faut approvisionner. Elles savent, par exemple, que si l'on parle de puces, l'industrie aérospatiale, qui se développe assez rapidement, a besoin de puces. Elles sont difficiles à obtenir en Occident. Évidemment, on peut en obtenir de Chine, mais les Russes préfèrent,
Le gouvernement veut que vous utilisiez, chaque fois que c'est possible, des puces fabriquées en Russie. Alors, des usines ouvrent pour produire ces puces. So factories are opening up to produce those chips. So, there is that difference as well. Donc, vous savez, il y a aussi cette différence. On voit des signes évidents de réindustrialisation dans toute la Russie. Et quand tout cela sera, vous savez, correctement opérationnel, cela finira aussi par entraîner une croissance plus forte. Et d'ailleurs, probablement, une inflation plus faible. En Europe, comme vous le dites tout à fait justement, c'est complètement différent. Parce qu'en Europe, nous n'avons pas ce que les Russes ont, une politique économique. Autrement dit, une politique centrée sur l'économie, qui cherche à renforcer l'économie intérieure, à en accroître la taille, à relever le niveau de vie, à améliorer la base technologique et les infrastructures, ou quoi que ce soit de ce genre. En Europe, nous nous retrouvons de plus en plus réduits à une économie, à une politique visant à augmenter la production d'armes. Et nous le faisons de la manière classique dont nous procédons de plus en plus en Europe, en jetant de l'argent sur le problème, des sommes considérables. Quand j'ai parlé d'augmenter les investissements, les Russes parlent eux aussi d'augmenter les investissements. La plus grande partie, de très loin, de ces investissements devrait venir du secteur privé, autrement dit, du système bancaire, des marchés boursiers, de toutes ces choses-là. Et l'investissement a déjà augmenté en Russie, mais il s'agit de le renforcer encore davantage. C'est aussi là que la Banque centrale joue, soit dit en passant, un rôle important. En Europe, il s'agit de plus en plus d'augmenter les dépenses publiques, essentiellement par l'endettement, pour financer les dépenses destinées aux industries de l'armement, payer les intérêts de la dette existante, qui est déjà énorme, et répondre aux très lourdes exigences en matière de protection sociale et de retraite dans l'ensemble de l'économie européenne. C'est donc complètement différent. Donc, ils ne s'endettent pas à cause de cette guerre, n'est-ce pas? Non, ils ne s'endettent pas. Enfin, ils maintiennent toujours leur dette en dessous de 20% du PIB, ce qui est extraordinaire. Pour un pays en guerre, c'est remarquable. Les pays en guerre augmentent généralement leur niveau d'endettement. Mais les Russes ont évité de le faire. Cela ne veut pas dire qu'ils ne recourent pas à des manœuvres budgétaires. Ils le font, absolument. Ni à des manœuvres monétaires, ou que le système bancaire ne soit pas mobilisé pour les aider. Mais le point essentiel, c'est qu'il s'agit de mesures de temps de guerre, qui restent très étroitement contrôlées. En Europe et en Occident, nous faisons toutes ces mêmes choses à une échelle bien plus grande. Et nous les faisons tout en prétendant gérer des économies de paix. Nous disons que ce sont les Russes qui dirigent une économie militaire, une économie de guerre, et que nous, en Occident, ne le faisons pas. Pourtant, nous utilisons beaucoup plus de ces instruments non conventionnels que les Russes. C'est donc une différence majeure. Maintenant, où tout cela va-t-il mener? Bien sûr, des erreurs peuvent toujours se produire. Les Russes ne sont pas à l'abri des erreurs. Et Nabiullina a commis sa part d'erreurs. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises dans beaucoup d'émissions. Une politique monétaire souvent trop restrictive. En 2024, elle a fait baisser les taux d'intérêt trop loin, trop vite. Donc ils peuvent faire des erreurs. Il ne faut pas supposer que parce qu'ils ont un plan, tout se passera bien, que cela se passera mieux et que rien n'ira de travers. Il y a aussi le fait que la Russie évolue dans un monde plus large. Et s'il y a une récession mondiale, la Russie en sera affectée, elle aussi. Mais de manière générale, et c'est ma conviction profonde, mon observation générale de la vie, et l'économie ne fait pas exception, ceux qui savent ce qu'ils font finissent toujours par mieux s'en sortir que ceux qui ne le savent pas.
On peut contester certains aspects de ce modèle économique que les Russes sont en train de développer, mais il est cohérent et rationnel, et ils vont probablement le mettre en œuvre. Ils savent ce qu'ils font. En Europe, en ce moment, nous ne le savons pas. Nous n'avons pas de véritable politique, pas de politique de croissance, même pas l'idée d'une politique de croissance. Le mieux que nous ayons eu jusqu'à présent, c'est le plan de Mario Draghi pour l'Europe. Or, il a toujours été irréalisable et il a complètement déraillé dès le départ. Ce n'était pas vraiment un plan pour l'Europe, c'était un plan visant à renforcer le contrôle central de l'Union européenne. Et nous avons eu le plan MERS, dont on voit qu'il échoue de façon désastreuse. Et au fond, le plan MERS n'était qu'un plan d'endettement, rien d'autre. Le plan économique de l'Europe, c'est de mettre des amendes aux grandes entreprises technologiques des États-Unis pour générer des recettes. Ce sont les drones. Voilà ce qui va devenir la nouvelle industrie, les drones. Et le projet Ukraine. Oui, voilà le plan économique de l'Europe. Et dans le Sud, le tourisme. Et dans le Sud, le tourisme. Vous avez parfaitement résumé la situation. Je veux dire, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Oui, très bien. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Retrouvez-nous sur theduran.locals.com, sur Rumble et sur Telegram. Nous sommes aussi sur Substack. Allez faire un tour dans la boutique The Duran. Prenez quelques produits dérivés. Tous les liens sont dans la description, juste en dessous. Prenez soin de vous. Description box down below. Take care.